on a parlé de toutes les fonctions de la cavité buccale. On a dit que c'est un organe important, très essentiel et très important en matière de plusieurs fonctions. Donc c'est bien sûr par cette cavité on s'alimente, par cette cavité on parle, par cette cavité on respire 10 fois. Et c'est une cavité dont est annexé plusieurs choses. Parmi ces éléments qui sont annexés à la cavité buccale et qui diversent leur contenu de sécrétion, ce sont les glandes salivaires qui sont situées à proximité de cette cavité buccale. Et donc ces glandes salivaires sécrètent une matière très importante en matière de, bien sûr, de la déglutition, c'est la salive. Et donc lorsqu'on parle des glandes salivaires, il y a deux types de glandes salivaires. Il y a les glandes salivaires principales et accessoires. Les accessoires, ils sont de très petite taille et qui sont dispersés sur la muqueuse de toute la cavité buccale. Et on a trois glandes principales, c'est la glande parotide, la glande sous-maxillaire et la glande sublinguale. Donc ce sont les trois glandes principales. Il faut savoir que 70% de la salive sécrétée dans la cavité buccale vient de la glande sous-maxillaire. La glande sous-maxillaire, c'est la glande principale qui sécrète de plus concernant la sécrétion de base. Et on a ce qu'on appelle la sécrétion de base, mais il y a aussi des sécrétions qui sont demandées en fonction de la situation. Parce que la salive, dans le quotidien, dans notre quotidien, on sécrète entre 1,5 litre et 2 litres par jour de sécrétion salivaire. Donc toute cette salive est déglutée donc, par bien sûr la cavité buccale. Donc cette salive joue plusieurs rôles. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on a une sécheresse buccale, ou bien lorsqu'on a une hypocyalie, hypocyalie ça veut dire une diminution de la sécrétion salivaire qui peut être secondaire à plusieurs pathologies et à plusieurs syndromes. Donc cette salive joue un rôle très important, dans la digestion, parce qu'elle contient des enzymes de la digestion, principalement l'amylase, et donc elle entre dans la constitution, du bol alimentaire parce qu'il contient une matière visqueuse qui sert pour former le bol alimentaire dans un premier temps, et deux, elle a des enzymes qui vont digérer, bien sûr, ces aliments qui sont mâchés sous les dents. Donc le rôle principal de la salive, c'est ça, c'est la formation du bol alimentaire et bien sûr la digestion. Dans un premier temps, c'est la digestion buccale. Et deux, comme rôle, un rôle immunitaire, parce qu'il contient des immunoglobulines. Et donc, la salive aussi joue un rôle dans la défense immunitaire contre les infections bactériennes, contre plusieurs infections, parce qu'il contient des immunoglobulines sécrétoires. 3, c'est un rôle de protection des dents. Bon, les gens qui ont une sécheresse buccale, principalement les gens qui ont, bien sûr, qui ont eu une radiothérapie post-opératoire, parce qu'il y a des cancers qu'on opère et qu'on indique par la suite une radiothérapie post-opératoire. Donc la radiothérapie, bien sûr, entraîne une fibrose des glandes salivaires. Et donc ce sont des glandes salivaires qui sont plus fonctionnelles parce qu'ils sont fibrosés et du coup ils ne sécrètent pas. Et donc la bouche va être sèche. Et donc cette sécheresse buccale, parce qu'il n'y a pas de salive, expose au risque des infections dentaires, au risque des caries dentaires. Donc les caries dentaires, des fois, ils sont secondaires à une absence de la salive dans la cavité buccale. Et donc, la salive permet aussi de protéger les dents contre toute infection. Quatrième rôle, c'est un rôle dans l'élocution. Parce que lorsqu'on parle, on a toujours une bouche qui est humide. Il y a de la salive qui va nous aider à parler. Sinon, avec une sécheresse buccale, on aura mal, bien sûr, à articuler, on a mal pour parler parce qu'on peut avoir des voyelles qui sautent et on peut avoir, bien sûr, un trouble de l'articulé. Donc, ces troubles de l'articulation des sons sont dus aussi à une sécheresse buccale. Donc, lorsqu'on parle, on doit toujours garder une bouche qui est humide, pleine de salive. Aussi, la salive joue d'autres rôles qui sont, bien sûr, diversifiés. Mais ce sont les 4 principaux rôles de la salive. Il faut juste savoir que la sécrétion de la salive est secondaire à un cycle hormonal. Secondaire, bien sûr, parce qu'il est sur la dépendance d'une innervation parasympathique. Lorsqu'on veut sécréter de la salive, elle dépend de cette sécrétion parasympathique avec, bien sûr, le noyau salivaire supérieur et le noyau salivaire inférieur. On a dit que le nerf facial intervient dans cette sécrétion salivaire. Ça, c'est l'innervation qui entraîne la sécrétion salivaire. Mais il y a certaines situations
qui joue aussi un rôle dans cette sécrétion salivaire. Lorsqu'on met quelque chose dans la bouche, on aura une sécrétion réflexe de la salive. Ça a été prouvé par le réflexe de Pavlov. Dès qu'il y a un aliment dans la cavité buccale, on aura une sécrétion réflexe de la salive. Il y a aussi des situations qui participent dans la sécrétion et dans l'inhibition de la sécrétion. Par exemple, si on est dans une situation de peur, la peur entraîne une inhibition de la sécrétion salivaire. Dès qu'on a peur, on a une bouche qui est sèche, parce que ça inhibe la sécrétion salivaire. Le contact aussi, ou bien la sensibilité tactile, ça favorise aussi la sécrétion salivaire. Il y a donc plusieurs situations qui permettent d'agir sur cette sécrétion salivaire, qui a plusieurs rôles, parce que la salive, lorsqu'on étudie la salive, c'est un liquide qui est riche et qui est constitué par plusieurs éléments. Donc 99% c'est de l'eau. Et 1%, bien sûr, c'est des électrolytes, c'est des enzymes, c'est des protéines, c'est beaucoup de choses qui sont bien sûr diluées dans la salive. Et le rôle de la salive dépend de ces éléments qui constituent donc la salive. Vous allez mettre comme introduction que les glandes salivaires sont des glandes qui sont exocrines. Ce ne sont pas des glandes endocrines, ce sont des glandes exocrines parce qu'elles sécrètent leur contenu à l'extérieur de la circulation sanguine. Donc, on a deux types de glandes. Il y a les glandes endocrines et les glandes exocrines. Et donc là, on ne parle pas de la sécrétion, mais on parle de l'excrétion. C'est à l'extérieur de la circulation sanguine. Donc, ce sont des glandes exocrines qui excrètent leur contenu salivaire dans la cavité buccale. Pardon. On distingue donc deux types de glandes salivaires. Et les glandes salivaires principales, constituées par trois principales glandes, la glande parotide, la glande sous-maxillaire et la glande sublinguale. Et les glandes accessoires, les glandes salivaires accessoires, qui sont nombreuses et qui sont dispersées sous la muqueuse de toute la cavité buccale. Donc ces glandes salivaires peuvent être le siège de plusieurs pathologies, pathologie tumorale, pathologie inflammatoire, pathologie immunitaire. Donc plusieurs types de pathologies peuvent toucher donc ces glandes salivaires. On peut avoir donc des tuméfactions qui intéressent soit la glande salivaire, soit la glande sous-maxillaire. Donc la salive joue un rôle important dans la formation des bols alimentaires, dans la digestion, formation du bol alimentaire, digestion, rôle immunitaire, protection des dents. Hein, donc, on va produire un schéma de profil qui va montrer la disposition générale des glandes salivaires principales. Donc, une vue de profil. Donc on va couper la mandibule pour mieux voir donc, ces éléments salivaires. Voilà. Donc l'arcade zygomatique. On va compléter donc notre schéma avec le muscle masséter qui s'étend de l'arcade zygomatique à l'angle mandibulaire. Le muscle masséter. Un autre muscle, c'est le muscle sternocleidomastoïdien.
Donc il s'insère à la fois sur le sternum, la clavicule et la mastoïde en haut. Un autre élément osseux au niveau du cou, c'est l'os hyoïde. Les muscles du plancher buccal, muscle myélo-hyoïdien, c'est là. Le ventre antérieur du muscle digastrique. Qui se continue par un tendon intermédiaire. Et après, c'est le muscle. C'est le ventre postérieur. On peut rajouter donc le muscle génio-hyoïdien. Le muscle génio-hyoïdien qui vient de l'apophyse. Génie inférieur vers. Vous mettez le nom. Sur le tableau, hein, ça va être un petit peu encombré. Donc, vous mettez le nom de chaque muscle génio-hyoïdien. Il y a un autre muscle en arrière. C'est le muscle stylo-hyoïdien. Il vient vers l'apophyse styloïde. D'accord? Donc, muscle stylo-hyoïdien. Ça, c'est la disposition générale des muscles qui délimitent les glandes salivaires. Et on commence par la première glande salivaire qui est la glande parotide. C'est une glande généralement qui siège entre le muscle sternocleidomastoïdien et le muscle masséter. C'est au niveau de cette dépression derrière la branche montante de la mandibule avec un prolongement antérieur. On va la dessiner donc à ce niveau-là. Donc la glande salivaire ou bien la parotide. La glande parotide, c'est la glande salivaire principale qui siège au niveau d'une dépression située derrière la branche de la mandibule, la branche montante de la mandibule, entre le masséter en avant et le muscle sternocleidomastoïdien en arrière. Donc c'est une glande qui est unie ou bien reliée à la cavité buccale par un canal excréteur. Elle contient donc un canal excréteur qui déverse son contenu au niveau de la cavité buccale. Ce canal excréteur s'appelle le canal de Steno.
Il s'ouvre au niveau de la cavité buccale sur la paroi jugale en regard de la première prémolaire supérieure. C'est le canal de Sténon. La deuxième glande salivaire principale, c'est la glande sous-maxillaire qui siège au niveau d'une fossette sous-maxillaire derrière la branche horizontale de la mandibule au niveau de la région sous-maxillaire. C'est la glande sous-maxillaire. Elle aussi s'étend en avant vers le plancher buccal par un canal excréteur qui s'appelle le canal, allez-y, le canal de Vartan. Canal de Vartan. C'est un canal excréteur de la glande salivaire sous-maxillaire qui s'ouvre en bas au niveau du plancher buccal, juste de part et d'autre du frein de la langue. On a deux tubercules, un droit et un gauche. C'est l'orifice de sortie de ce canal de Vartan au niveau du plancher buccal. La troisième glande, c'est la glande sublinguale qui siège au niveau du plancher buccal, au contact du canal de Vartan. La glande sublinguale du plancher buccal. La glande sublinguale, c'est une glande qui siège au niveau du plancher buccal de part et d'autre, bien sûr, du bord libre de la langue. C'est la seule glande principale qui n'a pas de canal excréteur. Elle excrète par des orifices situés dans le plancher buccal. Elle a des orifices et pas de canal. C'est la disposition donc, générale des glandes salivaires principales. Donc, schéma de profil montrant la disposition générale des glandes salivaires principales. Donc, antérieure, postérieure, supérieure et inférieure. Et on va commencer par la description de la glande parotide. La glande parotide, donc, c'est une glande volumineuse qui siège donc, dans cette dépression qui est située derrière la branche montante de la mandibule. Elle est bilatérale, il y a la glande droite et la glande gauche. Donc, il comble donc, cette dépression entre la branche montante de la mandibule et le muscle sternocléidomastoïdien. Mais elle a des prolongements. Un prolongement antérieur qui couvre le muscle sternocléidomastoïdien et un prolongement cervical aussi en bas qui dépasse la limite du bord inférieur de la mandibule. Donc cette glande, généralement, a trois faces, deux pôles et un canal excréteur. Donc la glande parotide est une glande salivaire principale volumineuse, bilatérale,
glande, c'est une glande principale, volumineuse, bilatérale, qui présente 3 faces, 2 pôles et un canal excréteur. On va décrire donc les faces de la glande parotide. On va bien décrire ça sur une coupe axiale qui passe par C1, C2. Donc le cadre osseux, vous avez en arrière le rachis cervical C1, C2 et vous avez en avant la mandibule. Donc ça, c'est le cadre osseux de cette coupe axiale qui passe par la vertèbre C1 et C2, le rachis cervical. Après, on va décrire les muscles. Vous avez donc en arrière le muscle sternocleidomastoïdien. Donc le muscle sternocleidomastoïdien. Donc ce muscle est tapissé par son aponevrose. L'aponevrose cervicale superficielle. Allez-y. Donc aponevrose. Cervicale superficielle. Sur la vertèbre, il y a des muscles prévertébraux. Et qui sont tapissés par l'aponevrose prévertébrale, qui est rattachée à l'aponevrose cervicale superficielle. L'aponevrose prévertébrale. En avant des vertèbres qui tapissent les muscles prévertébraux. Aponevrose prévertébrale. Donc sur la mandibule, et principalement sur la branche montante de la mandibule, on a 2 muscles qui forment cet aspect de sandwich avec la branche montante de la mandibule. C'est le muscle masséter en dehors et le muscle ptérygoïdien médial en dedans. On va schématiser ici. Un muscle ptérygoïdien médial. Ce sont des muscles de la mastication, l'un du groupe superficiel, l'autre du groupe profond.
Donc ces muscles aussi sont tapissés par leur aponevrose. Aponevrose massétérine ici. Alors, une note pour l'aponevrose du muscle ptérygoïdien. C'est l'aponevrose interptérygoïdien, entre le muscle ptérygoïdien médial et le muscle ptérygoïdien latéral. Il englobe donc, il contourne donc le bord libre de la mandibule et présente un épaississement derrière le bord postérieur de la mandibule. C'est le ligament stylo-mandibulaire. On va s'insérer le ligament stylo-mandibulaire à ce niveau-là. Mettez ça ici. Donc cet épaississement de l'aponevrose sur le bord postérieur de la mandibule. Et donc, voilà, donc l'aponevrose des muscles en avant va s'unir aussi à l'aponevrose des muscles en arrière par un prolongement aponevrotique. Donc au milieu, c'est le siège de la cavité buccale et du pharynx. Donc cavité buccale occupée par la langue, avec une partie postérieure basale et une partie antérieure, partie mobile, divisée par le septum lingual. Donc, la cavité buccale en avant et oropharynx en arrière. Ça, c'est l'oropharynx. La limite entre les deux, c'est la loge amygdalienne. Vous avez des amygdales palatines à ce niveau-là. Les amygdales palatines. Donc cette cavité buccale et oropharynx est tapissée par une aponevrose. C'est l'aponevrose. Il y a deux types d'aponevrose qui tapissent la cavité buccale et l'oropharynx, une interne et l'autre externe. L'interne, ça s'appelle l'aponevrose intrapharyngien. On va la mettre ici. Et l'autre, l'aponevrose péripharyngien, à l'extérieur. On l'appelle aussi aponevrose pharyngo-basilaire. C'est à l'extérieur. Là, on va compléter celle-là. On va voir ça lorsqu'on va parler du pharynx.
Maintenant, mettez les deux types d'aponevrose, une interne et l'autre externe. Donc, aponevrose pharyngo-basilaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette aponevrose. Alors, je vais mettre ça ici. Aponevrose pharyngo-basilaire. Ça veut dire quoi, pharyngo-basilaire? Ça veut dire qu'il part du pharynx à la base du crâne en haut. C'est une extension de l'aponevrose. Pharyngo-basilaire. Donc cette aponevrose pharyngo-basilaire en arrière, de cette aponevrose pharyngo-basilaire en arrière se détachent deux lames aponevrotiques qui vont aller s'insérer sur l'aponevrose prévertébrale, à ce niveau-là. Vous avez deux lames aponevrotiques qui s'étendent derrière l'aponevrose pharyngo-basilaire pour aller s'insérer sur l'aponevrose prévertébrale. Ça s'appelle les lames de Charpy. Lame de Charpy. Donc, les lames de Charpy. Voilà. Donc, ces dispositions aponevrotiques derrière le pharynx délimitent un espace virtuel qu'on appelle l'espace rétropharyngien et qui s'étend en bas derrière l'œsophage. C'est l'espace rétro-œsophagien. Donc c'est un espace virtuel délimité par des aponevroses. L'aponevrose pharyngo-basilaire en avant et l'aponevrose prévertébrale en arrière et qui sont délimitées latéralement par les lames de Charpy qui ne sont que des extensions de l'aponevrose pharyngo-basilaire. Donc mettez espace rétropharyngien.